Les Stark de Winterfell, les seigneurs du puissant territoire du Nord. Avant même de nous intéresser à leur histoire, il nous faut prendre le temps de comprendre ce dont on parle quand il est question du Nord. Cette région est sans aucun doute la plus étendue de tout Westeros. On dit souvent que le Nord est plus grand que toutes les autres régions réunies, mais c'est une exagération. En réalité, la région nordienne représente le tiers de tout le territoire de Westeros. Celui-ci s'étend du mur qui marque la frontière avec les dangereux territoires occupés par les Sauvageons jusqu'au Neck, une région marécageuse qui sépare les Nordiens du Conflant. On y retrouve essentiellement de grandes forêts et d'immenses plaines, mais plus on avance dans les terres, et plus les landes laissent leur place à d'imposantes montagnes recouvertes de neige. Le Nord est un territoire particulièrement froid, même durant les longs étés. Par opposition, lorsque l'hiver vient, il y fait une température qui devient vite mortelle. Le territoire étant particulièrement étendu, les seigneurs locaux ont dû faire bâtir de grandes forteresses à chacune des extrémités pour maintenir l'ordre sur l'ensemble de leurs terres. C'est par exemple le cas de Blancport, fief de la maison Manderly, qui est peut-être la seule véritable cité de la région, mais aussi la plus petite si l'on prend en compte l'ensemble des villes de Westeros. Blancport est une cité portuaire dont la population fluctue en nombre au fil des saisons. C'est l'un des seuls endroits dans le nord qui peut entretenir des liens commerciaux réguliers et actifs avec le reste du continent. Tertrebourg est un lieu étonnant qui, d'après la légende, aurait été la capitale de tout Westeros dans un lointain passé. Il s'agit du fief de la maison Dustin, qui fait figurer sur ses armoiries une couronne qui rappelle la légende de ce passé royal. Le Nord compte tout un tas d'autres forteresses, qu'il s'agisse de Carteret, Motte-la-Forêt, Fort-Terreur ou Carold. D'après de nombreuses et anciennes chansons populaires, les Stark règnent sur le Nord depuis plus de 8000 ans, ce qui ferait d'eux la plus ancienne famille encore au summum de son prestige dans toutes les 7 couronnes. Il faut dire qu'ils ont toujours su tirer profit du climat et du côté isolé de la région pour se protéger d'incursions extérieures. L'histoire se souvient d'ailleurs des seigneurs Stark pour le titre particulier qu'on pouvait leur donner, que ce soit celui de roi de l'hiver, qui a progressivement été remplacé par roi du Nord. De nombreuses légendes demeurent encore à propos de ces rois. On peut parfois entendre que l'un d'entre eux aurait été capable de repousser des géants. On dit aussi que les Stark se seraient battus pendant des siècles contre la famille occupant Tertrebourg pour la domination du Nord. On parle aussi d'un seigneur nommé Brandon le Bâtisseur qui aurait été à l'origine de la construction du mur. Pour autant, il a fallu attendre des millénaires pour qu'un seigneur Stark puisse officiellement se déclarer comme régent de tout le Nord, une fois que chaque famille avait pu être soumise à leur maison. Depuis lors, les Stark peuvent s'appuyer sur de nombreuses maisons vassales particulièrement loyales et totalement dévouées à leur cause. C'est par exemple le cas des Manderly qu'on a pu évoquer plus tôt, mais aussi celui des Mormons de l'île aux ours, des Ombles d'Âtre-les-Confins, des Karstark de Carold, ou bien encore des Glover de Motte-la-Forêt. Toutefois, d'autres peuples ou familles pouvaient encore représenter des menaces, que ce soit les clans des montagnes qui ont mis bien du temps avant de devenir de puissants et loyaux alliés, mais tout cela c'est sans même parler des méprisables Piernés de Skagos, à qui l'on prête encore de nombreux actes terrifiants, comme des sacrifices humains ou bien encore des actes de cannibalisme. Il a fallu bien du courage pour que les hommes du Nord se décident à franchir la mer pour aller mettre au pas les locaux. Mais même une fois cela fait, ceux-ci n'hésitèrent jamais à se rebeller dès qu'ils en avaient l'occasion. Dans un style différent, les célèbres Bolton de Fort-Terreur comptent parmi les plus grands et terribles rivaux de la Maison du Loup, et ce depuis la longue nuit. Ceux-ci ont même été les derniers à ployer le genou. Pourtant, leurs affrontements ne se sont pas toujours terminés sur une victoire des rois de l'hiver. Les légendes racontent par exemple les exploits de certains seigneurs Bolton qui sont parvenus à piller et à incendier Winterfell, tandis que d'autres avaient pris l'habitude de s'habiller avec des manteaux confectionnés à partir de la peau de princes Stark qu'ils avaient pu capturer. En résumé, ceux-ci n'ont jamais manqué de faire honneur à leur fameux emblème, un homme écorché. Tout le Nord était désormais uni derrière la bannière des Stark. En revanche,
il est désormais venu l'heure de présenter une faction toute particulière, en lien étroit avec la maison qui nous intéresse, puisqu'elle constitue un ordre à part entière, chargé de veiller à la protection de la frontière nord du territoire. Il s'agit bien sûr de la légendaire Garde de Nuit. Celle-ci est constituée de frères jurés qui, depuis des millénaires, ont fait vœu de protéger un mur gigantesque qui empêche quiconque se trouve de l'autre côté de se rendre sur le territoire habité par les premiers hommes. L'ordre a pendant longtemps connu une certaine forme de prestige, mais avec le temps et avec les menaces causées par les monstres de moins en moins régulières, le prestige de la Garde de Nuit est progressivement entré en déclin. Preuve de cet épuisement, la garde, au summum de son prestige, disposait de suffisamment d'effectifs pour protéger chacune des 19 forteresses qui avaient été établies sur tout le long du mur. Bientôt, elles ne seraient plus que 3 à être encore habitées, Tour-Ombreuse, Château-Noir et Fort-Levant. Mais revenons maintenant quelque temps en arrière. C'est au moment de l'ultime défaite des Bolton que les premiers Andals traversent le détroit à bord de leurs terrifiants Snakars et qu'ils commencent à envahir Westeros. Rapidement, les seigneurs déjà bien établis depuis des générations disparaissent en quelques instants, remplacés par ces étrangers venus de l'Est. Toutefois, certaines maisons, par leur talent guerrier ou leur habileté diplomatique, parviennent à survivre à cette invasion. Dans le cas des Stark, c'est la force brute qui leur permet de tenir tête aux envahisseurs en parvenant toujours à les renvoyer à la mer. C'est à ce moment-là que le roi Théon Stark, qu'on surnomme le Loup affamé, mène les armées du Nord et lance une immense expédition pour venger les siens et châtier ses ennemis. On dit même qu'il aurait passé une centaine d'entre eux au fil de son épée et qu'il se serait ensuite emparé de leur crâne, qu'il aurait fait disposer au bout de piques tout le long de la côte pour que cela leur serve d'avertissement. Après, il s'efforce également de veiller aux menaces qui pouvaient également venir de l'Ouest, à commencer par les pillards de la maison Chénu, les seigneurs des îles de Fer. Bien des années plus tard, alors que le roi du Nord est Torrhen Stark, celui-ci a l'horreur d'apprendre qu'une armée accompagnée de 3 grands dragons sème le chaos dans tout Westeros. On dit que c'est un certain Aegon Targaryen, originaire de la petite île de Pendragon, qui serait à la tête de cette armée, et qu'il n'aurait qu'un seul projet en tête, devenir le seigneur de tout Westeros. Pour l'heure, il a déjà su s'emparer du Conflent et des territoires de l'Ouest. Le roi du Nord conduit donc ses hommes dans le Sud pour faire face à l'Ost Targaryen. Mais après avoir pu constater de ses propres yeux la puissance de destruction entre les mains de ses ennemis, il décide de faire un choix. Un choix considéré comme courageux par certains et lâche pour d'autres, puisqu'il décide simplement de ployer le genou. Torrhen Stark renonce donc à sa couronne, mais en échange de ce simple geste, il sauve également la vie de plusieurs dizaines de milliers de ses soldats, qui l'auraient sans aucun doute conduit à une mort certaine dans le cas contraire. Ce faisant, Aegon Targaryen est reconnu comme le seigneur de ces terres, et Torrhen Stark se voit confirmé dans sa position, à la seule différence qu'il dispose désormais du rang de gouverneur du Nord, et non plus de roi du Nord. Il doit donc désormais rendre des comptes à son seigneur et obéir à ses directives. L'une d'elles l'invite par exemple à conduire une armée pour mater une révolte dans l'archipel des Trois Sœurs. Dans les événements troubles qui interviennent lors de la crise de succession qui intervient après la mort du conquérant, la maison Stark se tient majoritairement éloignée des divers conflits et batailles, refusant toujours de prendre directement parti et profitant également de son positionnement éloigné pour éviter de voir un dragon venir ravager leurs terres. Lorsque la tempête finit enfin par laisser la place au calme, les Stark font le chemin jusqu'à la nouvelle capitale, Port-Réal, pour célébrer les noces de la main du roi et rencontrer par la même occasion leur nouveau seigneur, Jaehaerys Ier. À la même époque, une révolte éclate au sein de la Garde de Nuit, ce qui oblige les Stark à intervenir. L'héritier de Torrhen, Walton, qui a succédé à son père après sa mort, mène l'armée chargée de rétablir l'ordre et poursuit les fuyards jusque dans les forêts au-delà du mur, ce qui conduit malheureusement à sa mort des mains d'un géant. C'est son frère, Alaric, qui prend sa suite, et malgré l'opinion négative qu'il avait pu se faire des Targaryens,
il entretient une relation cordiale avec l'épouse du roi, Alizade, qui n'hésite pas à lui faire d'excellentes propositions pour veiller à la sécurité du Nord. Lorsque la question de la succession de Jaehaerys se pose et qu'un grand concile est organisé à Harrenhal, la maison Stark prend le parti du jeune Laenor Velaryon. Malheureusement, la majorité des seigneurs lui préfèrent la candidature de Viserys, l'un des petits-enfants du roi. Lorsque ce même Viserys trépasse et que le royaume tout entier bascule dans la guerre, à cause d'une succession mal préparée, les Stark restent fidèles à leur engagement et renouent une alliance avec les Velaryon, et deviennent donc officiellement des partisans de la reine Rhaenyra. Cependant, les temps sont durs, et ceux-ci ne peuvent leur envoyer qu'une troupe de 2000 vieux Nordiens pour les soutenir dans l'effort de guerre. Ceux-ci combattront d'ailleurs comme des acharnés lors des divers affrontements prenant place dans le Conflent. Lorsque la guerre arrive à son terme et que le chaos a assez duré, le gouverneur du Nord, Cregan Stark, prend lui-même la tête d'un host d'au moins 10 000 soldats et fait marche vers le sud. Malheureusement, il arrive trop tard pour sauver sa reine, tout comme il arrive trop tard pour la venger. Cependant, il devient, grâce à la présence de ses troupes, l'homme le plus puissant de la capitale. Il s'empare donc du pouvoir le temps de rétablir l'ordre. On se souvient d'ailleurs de cette époque sous le nom de l'heure du loup. En quelques jours seulement, il accepte la reddition des grandes maisons telles que les Hightower, les Lannister ou les Baratheon. Il reforme un conseil restreint plus stable et apte à gouverner avant d'abandonner le trône de fer et de laisser le contrôle des événements au roi légitime, le fils de Rhaenyra et de Daemon, Aegon, troisième du nom. Il se fait tout de même nommer comme main du roi le temps de 24 heures seulement, histoire de pouvoir condamner et rendre la justice lui-même, en purgeant le royaume de tous les traîtres et autres comploteurs. Cela fait, il se remet en marche avec ses hommes et retourne dans le nord. Suite à cette grande expédition, la maison nordienne gagne un immense prestige à la cour et est plus régulièrement consultée pour résoudre les affaires d'importance du royaume. Des mariages commencent également à être conclus avec des familles provenant des maisons du sud, et certains Nordiens acceptent assez régulièrement d'aller soutenir les efforts de guerre des rois Targaryens, notamment dans leur tentative de conquête de Dorne. Bien des années plus tard, alors que les dragons ont désormais disparu depuis longtemps, le gouverneur Rickard Stark décide de conclure de puissantes alliances avec les autres grandes maisons en unissant ses enfants aux leurs. Une immense alliance se forge alors entre les maisons Stark, Tully, Arryn et Baratheon. Mais à cause des événements dramatiques qui se jouent dans les mois qui suivent, le royaume tout entier croit à un enlèvement de la fille du gouverneur du Nord, Lyanna Stark, par le prince targaryen et héritier du trône Rhaegar. Réclamant logiquement justice pour cet affront, Brandon, l'héritier du Nord et frère de Lyanna, décide de se rendre à la capitale où le roi Aerys, dont la folie n'était désormais plus approuvée, le fait immédiatement arrêter. Rickard Stark est aussitôt convoqué à la capitale pour expliquer le comportement de son fils, mais le procès tourne vite au spectacle macabre lorsque le roi organise l'exécution publique et atroce du père ainsi que du fils. Ce crime odieux entraîne aussitôt la révolte de toutes les maisons alliées aux Stark, mais on peut également citer le cas de Robert Baratheon, à qui Lyanna Stark était promise et qui est le premier à réclamer la tête du prince Rhaegar. Du côté des Nordiens, c'est le frère de Brandon, Eddard, qui devient le nouveau seigneur du Nord, qui prend la tête de ses armées. Plusieurs escarmouches ont alors lieu entre les deux camps, mais c'est bien la bataille du Trident qui décide du sort du conflit, lorsque le prince Rhaegar est tué sur le champ de bataille d'un puissant coup de marteau de Robert Baratheon. La route leur est désormais totalement ouverte jusqu'à la capitale, qu'ils trouvent déjà en proie au pillage suite à la trahison de Tywin Lannister vis-à-vis du roi Targaryen. Celui-ci est même assassiné par le fils de Tywin, Jaime, qui se trouve également être un garde royal. Suite à la chute et à la disparition des héritiers de la Maison du Dragon, il est décidé de faire de Robert Baratheon le nouveau seigneur des 7 couronnes. Eddard, quant à lui, retourne dans le nord avec un nourrisson trouvé sur sa route qu'il prétendra être son fils bâtard, avant de retrouver son épouse qui lui donne 5 enfants, Robb l'aîné, Sansa, Arya, Bran et Rickon. Quelques années plus tard, c'est la maison Greyjoy des Îles de Fer qui décide de se révolter, mais face à l'union de toutes les grandes maisons de Westeros, la rébellion s'éteint rapidement. Pour s'assurer d'une paix durable,
l'un des fils du Lord Greyjoy est pris comme otage et confié au bon soin d'Eddard qui fait en sorte de lui donner une bonne éducation. Lorsque la main du roi, Jon Arryn, meurt mystérieusement, c'est Eddard, le grand ami de Robert, qui se voit confier cette responsabilité. Celui-ci accepte donc bien malgré lui sa proposition et se retrouve désormais à jouer un jeu dangereux au sein de la capitale où un homme d'honneur comme lui a bien du mal à faire face aux jeux de dupes et aux messes basses de ses collègues du conseil restreint. Pire encore, il découvre avec effroi que Jon Arryn, son prédécesseur, a bel et bien été assassiné et que les enfants de son ami Robert ne sont certainement pas les siens, mais sûrement ceux nés d'une relation incestueuse que la reine Cersei Lannister aurait entretenue avec son frère Jaime. Lorsque Robert meurt d'un accident de chasse, les événements s'enchaînent à une vitesse folle, et Eddard se laisse totalement dépasser par les événements. Il se retrouve même sans véritable ami dans la capitale, ce qui conduit ainsi à son arrestation. Dès lors que l'information leur parvient dans le nord, son héritier, Robb, convoque ses bannerets et fait route vers le sud pour réclamer à ce qu'on lui rende son père et ses sœurs en vie. Malheureusement, c'était sans compter sur la folie du jeune nouveau roi Joffrey qui fait décapiter Eddard Stark pour sa trahison. Robb est aussitôt proclamé par ses hommes roi du Nord et s'engage désormais la tête la première dans un conflit parti pour durer. D'ailleurs, il est certainement celui qui se montre le plus à son avantage, puisqu'il remporte chacune de ses batailles, en étant pourtant confronté à l'une des plus puissantes armées du royaume, celle des Lannister. Malheureusement, une erreur de jugement le pousse à trahir une promesse qu'il a pu faire au seigneur Walder Frey, à qui il avait pourtant juré qu'il prendrait l'une de ses filles comme épouse. Or, Robb est tombé amoureux d'une noble des terres de l'Ouest qu'il a déjà pu prendre pour femme. Lorsqu'il fait son retour dans le Conflent et plus précisément aux Jumeaux pour présenter ses excuses, une nouvelle cérémonie de mariage peut être organisée en guise de compensation, mais au terme de celle-ci, le piège se referme sur le roi du Nord qui est brutalement assassiné par son hôte, qui n'avait pas pu supporter l'affront qui lui avait été fait. Pire encore, celui-ci a même reçu l'assistance de l'un des principaux conseillers de Robb, Roose Bolton, qui après avoir négocié avec Tywin Lannister, la main du roi, est nommé comme nouveau gouverneur du Nord, tandis que les Frey de leur côté sont propulsés gouverneurs du Conflent. Quelque temps plus tard, le corps de Lady Catelyn, présente et assassinée brutalement au cours des noces, est repêché par des membres de la fraternité sans bannière. Un groupe de soldats indépendants qui parviennent magiquement à la ramener à la vie. Toutefois, celle-ci semble être devenue une sorte d'avatar de la vengeance et espère bien obtenir justice pour les siens. Il semble même que cela soit la seule chose qui l'habite désormais. Quoi qu'il en soit, le sort de la maison Stark est désormais en péril, puisque seul demeure le jeune Brad qui est parti à la recherche de la mythique corneille à 3 yeux au-delà du mur pour embrasser un rôle qui devrait forcément l'éloigner de Winterfell. Son petit frère, Rickon, est plus ou moins porté disparu. Arya est partie à Essos et plus précisément à Braavos pour suivre l'entraînement des Sans-Visages. Sansa, quant à elle, a réussi à fuir la capitale après avoir souffert de maints tourments et œuvre désormais selon les désirs de son sauveur, Lord Baelish, qui espère bien la faire épouser l'héritier du Val, ce qui la mettrait ainsi en position d'être considérée à la fois comme la reine du Nord ainsi que la reine de l'Est. Enfin, tout au nord, demeure le bâtard d'Eddard Stark, celui qui est en réalité un prétendant légitime au trône de fer sans même le savoir, Jon Snow, qui a récemment pu être élu comme le nouveau Lord Commandant de la Garde de Nuit. Malheureusement, suite à ses actions en faveur des Sauvageons, il est trahi par ses pairs qui l'assassinent de plusieurs coups de couteau avant de le laisser pour mort. Voilà à l'heure actuelle l'état dans lequel se trouve la pauvre maison Stark. Si cette vidéo vous a plu, je vous invite à laisser un pouce bleu, à la partager à vos amis, à me laisser un petit commentaire, ça fait toujours plaisir, et je vous encourage également à vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer des prochaines sorties. En attendant, moi il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine, c'était Absolute, ciao.